Ça charge, je serai prêt dans un instant. Voilà. Alors, normalement, on est de nouveau en direct. Coucou Olivier et coucou Vincent. Est-ce que vous m'entendez bien? Mais oui, super. Salut à toutes et à tous. Alors, juste, toi qui es le premier, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu entends bien Vincent qui va dire rebonjour à nouveau? Rebonjour à nouveau. Est-ce que tu entends Olivier? Bonsoir à tous. Et est-ce que tu entends Ismaël? Bonsoir, bonsoir. Voilà, donc je veux bien votre retour, les enfants. C'est mieux, on les voit et on les entend. Bon. Voilà. Encore une fois, désolé pour le temps que ça aura pris. Désolé si vous aviez déjà posé quelques questions il y a un instant sur la première tentative de live qui a échoué il y a quelques minutes. Je vous invite à les reposer dans les commentaires de ce nouveau live. Je vais juste on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour pas perdre de temps. Je veux juste demander à Vincent puis à Olivier leur découverte de Hawkmoon, que ce soit le roman ou le jeu, puisque en fait Ismaël a déjà répondu à cette question dans une news pendant la campagne. Donc Olivier, comment tu as découvert Hawkmoon, s'il te plaît? J'ai découvert Hawkmoon, j'avais une quinzaine d'années. Et à l'époque, j'ai un ami qui en fait m'a fait jouer à Stormbringer. Et très rapidement, j'ai été passionné par le système du jeu de rôle. Vas-y. Et quelques temps plus tard, donc je me suis dit que que j'allais tenter d'être maître de jeu à mon tour. Et naturellement, je me suis orienté vers Hawkmoon, quoi, qui était en train de voir le jour, enfin d'arriver. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai débuté dans cet univers de jeu. D'accord. Vincent? Ah ouais, moi c'est un petit peu pareil. J'ai un pote qui avait acheté Hawkmoon sur le visuel de la couverture de la boîte de la première édition. Et puis, il nous a fait découvrir ce jeu. J'ai adoré le contexte, l'univers et tout ça. Lui s'en est lassé un peu. J'ai sauté sur l'occasion pour reprendre le tout. Et puis, ben voilà, ça fait presque un quart de siècle de, de Hawkmoon, mais on va pas le dire trop fort. Donc moi, comme je disais, je tâcherai de vous poser une ou deux questions que j'ai à moi aussi, mais on va tout de suite entrer dans les vifs du sujet avec des questions qui nous avaient été envoyées au préalable, donc dans certaines news. Je vais commencer par G-Basic qui demande: prendrez-vous en compte dans vos règles, et principalement celles gérant la cellule, la possibilité qu'un personnage joueur puisse retourner sa veste durant la partie, par exemple suite à sa capture ou à un chantage venant de l'Empire, où vous partez du principe que tous les joueurs devront rester droits dans leurs bottes, quelles que soient leurs conditions? Je peux peut-être en parler parce que Vas-y, Ismaël. en ce moment en train de travailler sur ça. Je pense pas que ça doit faire l'objet d'une règle particulière. C'est-à-dire, évidemment, nous, ce qui nous intéresse dans la résistance, c'est tout ce à quoi on peut s'attendre à travers des histoires de résistants. Et dans les histoires de résistants, on sait malheureusement qu'il y a des histoires de trahison, de double jeu, de faiblesse. Voilà. Après, est-ce qu'on va en faire un mécanisme de jeu? Je pense pas. Non, il n'y aura pas un mécanisme autour de la trahison. Je crois pas. Mais ça sera possible. Oui, voilà. Mais si tu veux, après c'est toujours pareil. Plus tu crées de cas particuliers dans les règles, plus tu risques de les faire disjoncter. Donc, on est quand même tous d'accord sur l'idée qu'on a envie d'avoir un corpus de règles vraiment simple, vraiment facile à prendre en main, et avec des possibilités pour chacun, surtout d'adapter et de complexifier. Moi, je crois que c'est toujours plus simple d'aller vers la complexité que le contraire, en fait. Et je pense qu'en tant que maître du jeu, on a tous cette expérience que souvent des règles nous semblent trop simples, et donc on a envie de rajouter des petits cas particuliers. Je sais que, par exemple, Vincent, sur la mêlée, tu es tenté, par exemple, de remplacer la puissance par l'adresse, d'imaginer que la compétence de mêlée soit une compétence adresse plus mêlée plutôt que puissance plus mêlée, et c'est tout à fait envisageable, mais je dirais que c'est plus simple pour un maître du jeu de le faire
que d'avoir un système qui tout de suite te dit attention, alors en fait, la mêlée, ça dépend de la caractéristique, etc. Vous voyez, je pense que c'est vraiment une histoire d'aspect et qu'on est dans une époque où on a quand même peu de temps pour familiariser à des nouveaux systèmes. Et donc, on a envie de faire des systèmes simples. Si je peux rajouter par rapport à cette question pour rebondir sur un petit peu ce que j'ai déjà vu du système de règles de gestion de cellules, ça n'empêchera absolument pas que des personnages aient leur vie, qu'ils retournent leur veste ou pas, qu'ils influencent, que le scénario les influence ou qu'ils influencent le scénario. La gestion de la cellule, c'est une chose, mais voilà, on peut parfaitement imaginer plein d'interactions entre personnages à part des règles de la cellule elle-même. Je vais enchaîner avec même deux questions de Servedo qui en a posé plusieurs. Donc Servedo, on te tâchera de répondre à tes autres questions sur les commentaires pour que tu aies les réponses. J'en ai choisi deux. Y a-t-il un noyau central de la résistance ou simplement des groupes isolés de résistants et Hawkmoon est-il un jeu à mission comme peut l'être Star Wars? C'est pour qui ça? C'est une question dont il va falloir qu'on discute, nous, dans les semaines et les mois qui viennent. Mais je pense qu'on serait d'accord pour dire que dans un monde médiéval, l'idée d'un noyau de la résistance est très difficile à imaginer parce que les communications sont complexes. Moi, je me suis toujours raconté que peut-être, en tant que maître du jeu, parce que c'est ce que j'ai vécu en tant que maître du jeu, en tant que joueur, que l'un des enjeux, disons, à moyen terme des joueurs puisse être la question de la coordination de différents mouvements régionaux. Comment on construit comme ça un agenda collectif, comment on construit des soutiens à distance. Ça, je trouve ça super intéressant, mais ça peut évidemment pas être une donnée de base dans un monde comme celui de l'Europe du tragique millénaire, quoi. Moi, je pense que c'est tout à fait différent de Star Wars là-dessus. Il y a une question sur le chat qui est complémentaire, qui est celle de Vincent. Est-ce qu'il y a des factions concurrentes, voire opposées dans la résistance? Ah ben, puisque c'est Vincent qui la pose, c'est Vincent qui va répondre. Alors, clairement, c'est possible. Clairement, des factions de résistants peuvent avoir des agendas différents, peuvent s'influencer, peuvent se tirer dans les pattes. Donc, tout ça, c'est des possibilités en plus qui enrichissent énormément je dirais le background, et puis qui permettent aussi d'introduire malgré que ce soit très manichéen parce que les Grands-Bretons sont les Grands-Bretons, eh bien d'introduire justement un petit peu de moins manichéen, c'est nos amis, mais en fait, ils nous tirent quand même dans les pattes parce qu'ils ont d'autres projets. C'est nos ennemis, mais en fait, peut-être que sur certains points, on peut se retrouver. Donc voilà, il y a tout ça qui... donc oui, les relations entre des cellules pourraient être conflictuelles, et oui, c'est un enrichissement clair des possibilités, quoi. Ce qui lie les résistants, c'est vraiment d'avoir un ennemi commun, ce qui est à la fois quelque chose de très puissant, mais qui est en même temps quelque chose de très insuffisant pour bien s'entendre. Et en fait, moi, je pense qu'une des sources d'inspiration, c'est vraiment l'histoire de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est une histoire d'alliance contre nature, qui est une histoire de rivalité. Moi, récemment, je réécoutais une émission consacrée à Jean Moulin. C'est hyper intéressant quand Jean Moulin arrive en France, l'hostilité à laquelle il fait face de la part de gens qui lui disent « Mais vous êtes qui ? Nous, on est des soldats, on ne va pas se faire dicter des ordres par des types de Londres. » Bon, là, en plus, si un résistant arrivait de Londres, je pense qu'on le suspecterait encore plus. Mais je veux dire, et je pense que quand Vincent avait dit assez tôt dans la communication autour du jeu, dans JDR Magazine, je crois, que notre vision du jeu était peut-être plus mature. Je pense que la notion de maturité, elle est aussi là-dedans. Elle est aussi dans la manière dont on a envie de construire ce que c'est qu'appartenir à la résistance. Et c'est clairement pas une histoire de gentils contre méchants, quoi. Il y a des méchants clairement identifiés,
Mais du côté de ceux qui luttent contre eux, ça va être très, très complexe et nuancé, je pense. Complètement. Il y a Guillaume qui nous demande quelles sont les grandes lignes du système de blessures, mais si je ne m'abuse, on a fait une news sur le combat et la santé. Ismaël, est-ce qu'on peut simplement proposer à Guillaume de se reporter à la news ou tu veux rajouter quelque chose? Oui, je pense qu'on peut lui dire de s'y reporter. Pour l'instant, ce sur quoi on travaille, on peut juste dire qu'on travaille sur une échelle d'état plutôt que sur une jauge de points de vie. Et ça, c'est une vraie différence par rapport au premier site système. Voilà, il y a des jeux à points de vie et pour plein de raisons, on a envie. Là, je pense que le jeu, sous sa forme aboutie, sera plutôt un jeu avec des états, ce qui en fait permet plein de choses, permet une plus grande adaptation, je trouve, à plus de situations. Voilà. Du coup, Guillaume, je vais répondre à ton message avec le lien vers la news correspondante pour que tu aies toutes les infos. J'enchaîne avec une question de Michael qui a une question sur la période du jeu. Pour relire les livres, la période Hawkmoon est assez courte. Où vous pensez faire le début de la conquête? En fait, ce qui a été déterminé, je parle sous contrôle de l'équipe, là, mais c'est qu'on commençait à l'an 3 de la conquête. Donc, le Ténébreux Empire a déjà conquis un certain nombre de duchés, enfin de principautés, et qui correspondent en fait à une phrase clairement qui est reprise dans l'œuvre de Moorcock, et qui est la base en fait de l'arc de cercle qui représente les conquêtes du Ténébreux Empire. Voilà. Donc la France est conquise, on va dire, à 70% environ. Il y a la Germanie, enfin l'Empire germanique est vaincu. Voilà, la Schweiz est vaincue. Enfin voilà, il y a un certain nombre de pays qui sont sous occupation. Et donc on se retrouve avec une partie des pays qui sont complètement dominés. On a une frange de pays qui sont en cours de conquête et une partie des pays qui sont toujours libres. Voilà. C'est ça le choix qui a été fait. Je vais enchaîner avec une question qui nous a été posée un peu au préalable par Zaoutir. Concernant l'orthographe des pays du tragique millénaire et pour être au plus proche des bouquins français, donc il cite Carpates, Calatanie, Autriche, Hollandie avec les orthographes que vous devez connaître. Il y a aussi la Tchéquie, Ukraine, Magyavie, Slavie, Crimée, etc. etc. Du coup, je ne vois pas la question. Alors, il y a aussi la Tchéquie, Ukraine, Magyari, Slavie, Crimée. Je vois pas la question en fait dans son Mais je crois qu'on peut y répondre quand même. Bah écoute, vas-y, Vincent. Zaoutir qu'on salue parce qu'il a eu collaboré à Hawkmoon, V2, Lance-Feu, etc. Non, alors il a fallu qu'on se détermine. Il a fallu qu'on se détermine entre nous parce qu'il y a l'orthographe de Moorcock, il y a l'orthographe de la traduction française qui n'est souvent pas la même. Il y a l'orthographe des précédentes éditions. Et donc, il a fallu qu'on se mette d'accord. Alors, on a fait des choix, ma foi. Et on a essayé de suivre une certaine cohérence. Et puis, en même temps, une certaine, disons, que ça sonne bien à l'oreille. Voilà, autant que faire se peut. Donc, on a fait des choix. Il y aura certains noms qui seront un petit peu modifiés par rapport aux éditions précédentes, mais qui colleront à ce que Moorcock a écrit en anglais. D'autres noms qui colleront plutôt à la traduction française, et puis d'autres noms qui rappelleront des choses des précédentes éditions. Donc voilà, il a fallu faire des choix. On en a fait quelques-uns, mais personne ne devrait être trop traumatisé. Mais globalement, ce qui est marrant, c'est qu'on y a passé un temps de dingue. Hein. Ouais, C'était un vrai sujet et plus largement, c'est un sujet aussi la question de qu'est-ce qu'on adapte, c'est quoi adapter des romans, c'est quoi adapter des romans après la gamme Oriflamme. Donc grosso modo, on s'est dit qu'on allait s'affranchir d'Oriflamme et vraiment repartir de Moorcock. Et une fois qu'on a dit ça, on se dit que ça va être hyper simple et en fait, c'est super compliqué. C'est super compliqué parce que effectivement, est-ce que c'est le Moorcock anglais ou est-ce que c'est le Moorcock en français qu'on récupère? Et puis aussi parce que par moment, je sais que Vincent, c'est quoi Vincent que tu n'aimes pas? C'est Tchéquie ou Tchéquia? Je sais plus. Il y en a un des deux que tu n'aimes pas. Je sais même plus. Donc tu nous as eu à l'usure. Je sais qu'il y en a un. Non, je crois que je préfère Tchéquia.
crois que tu préfères Czechia parce que tu disais Tchéquie, c'est un peu étrange parce que c'est aujourd'hui, ça existe. Donc, ce qui n'était pas le cas à l'époque d'Hawkmoon, ce qui est aussi vachement intéressant. C'est-à-dire comment un mot qui est un mot d'anticipation, rattrapé par l'histoire, devient un mot d'aujourd'hui. Et donc, tout d'un coup, on s'est dit, non, on va pas appeler ça la Tchéquie. Donc, voilà, donc on est arrivé à un système qui est globalement cohérent, mais avec des choix qui sont aussi les nôtres et qu'on assume. Je vais rappeler aux gens qui viennent de nous rejoindre, qui peuvent poser leurs questions en commentaire de la vidéo, puisqu'on est là pour ça. C'est essentiellement une foire aux questions. Donc, même si vous avez des questions très pointilleuses, c'est le moment, parce que nos experts sont là au téléphone. Il y a Stéphane qui pose une question qui, je crois, nous a été posée quelques fois et qui risque de nous être posée encore un certain nombre, donc je vous la repose. Les grands bretons seront-ils à la création des personnages? Est-ce qu'on pourra incarner un grand breton? Qui veut moi, je veux bien commencer. Après, je pense que aujourd'hui, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'on puisse jouer des gros bretons dans cette Hawkmoon. Alors effectivement, il y a deux axes. Il y a deux axes. On peut jouer des gros bretons qui seraient en rébellion contre le ténébreux empire et qui donc quelque part pourraient combattre du côté des résistants. C'est envisageable. Et on peut, à mon avis, aussi jouer une équipe de grands méchants gros bretons. De mémoire, ça a été fait. Il y avait un scénario qui avait été proposé sur le thème, ça devait être en 97, je crois, à l'époque, et je vois pas pourquoi aujourd'hui on serait pas en capacité d'avoir ce même type de jeu. Voilà, moi c'est ce que j'imagine. Après, je sais pas si quelqu'un veut compléter là-dessus. Moi, j'aimerais bien peut-être que Vincent, tu en parles. Il me semble que, j'espère que je ne dis pas une énormité, les Grands Bretons, ce n'est pas des Melnibonéens. C'est-à-dire que quand à Elric, on se pose la question de savoir si on va jouer des Melnibonéens, on se pose la question de savoir si on va jouer un peuple fondamentalement différent des autres habitants des Jeunes Royaumes. Et je crois que nous, on s'était dit, et il me semble, si je parle sous ton contrôle, Vincent, que les Grands Bretons, ce sont des humains. Ce sont pas Donc, si vous voulez, on va pas. Quand vous nous demandez est-ce qu'on peut jouer des Grands Bretons, on va vous dire d'autant plus facilement oui que, a priori, on va pas vous créer des bonus ou des malus dans des caractéristiques. Voilà. Et ça, c'est une question qui est quasiment une question. Moi, j'adore parce que c'est une question qui est quasiment philosophique. Alors, c'est juste pour dire que dès le premier scénario du livre de base, enfin le scénario d'introduction, je pense qu'on pose déjà 2-3 jalons. Donc oui, il y a clairement cet aspect qui va apparaître. Les Grands Bretons, c'est pas des gentils et ils se livrent pas à des actions de gentils. Ils se livrent à des exactions et ça va apparaître. Voilà. Ensuite, je vais reprendre une. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, moi ce que je peux dire, c'est que ce qui m'a frappé en tant qu'éditeur en lisant notamment les premières propositions d'Olivier sur les pays européens, c'est que les Grands Bretons n'ont pas l'apanage de la cruauté, en fait. C'est-à-dire l'Europe, c'est un monde. L'Europe qu'on va retrouver, c'est un monde où il y a de la dureté aussi. Il y a des despotes, il y a des pays qui sont très éprouvés par la catastrophe. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose à quoi tu as été sensible, Olivier, que tu as voulu en tout cas faire exister, quoi. Ce qui semble logique dans l'univers d'Hawkmoon, quelque part, c'est qu'effectivement, les pays, certains pour survivre, sont dirigés par des gens qui ne sont pas des enfants de cœur. Et effectivement, c'est des éléments qu'on peut retrouver. On a tenu compte, j'ai tenu compte évidemment des impacts de la catastrophe et de cette société qui peut parfois donner l'impression d'être à la dérive, mais pas que, parce qu'on a aussi des cités brillantes, on a aussi des nations qui sont particulièrement, qui ont réussi à maintenir un certain niveau de société. Et donc, voilà, il y a quand même une grande, je pense qu'il y a une grande richesse dans la diversité des pays auxquels vont pouvoir
se mesurer les rebelles et les PJ. Et ça rejoint, enfin voilà, c'était une volonté et il y a une recherche de cohérence dans tout ça pour avoir effectivement une cohérence. Hein. Et les Grands-Bretons n'ont pas l'apanage de la cruauté. Les Grands-Bretons, ils ont des sacrés concurrents parfois. Et voilà, donc quelque part, même quand on choisira de jouer dans des pays qui sont libres, on peut quand même avoir pas mal de sujets à regarder et pas mal de problématiques à résoudre. Il y a deux questions qui sont assez liées. Elles sont respectivement de Just et de Laurent. Elles concernent le multivers. Donc Just demande s'il y aura des règles sur le multivers et Laurent, si on va développer cet aspect avec des relations avec Mondblade bon, est-ce qu'on y a en axe quelque chose sur le champion éternel ou sur la lutte avec le chaos et la loi? Ce que je peux peut-être répondre en tant qu'éditeur, on en parlait un petit peu avant que l'émission commence, c'est que clairement, moi, j'ai pas envie d'être dans une démarche comme ça, des magos, à dire on a pensé à tout, vous pourrez jouer à tout, tout est prévu, etc. Et clairement, nous, on a axé sur la question de la résistance à l'Empire. Donc, l'aspect multivers, tout l'aspect, je dirais, les puissances aussi, les seigneurs d'en haut, le bâton runique, etc. C'est des choses qui sont présentes dans le jeu, mais qui ne sont pas au premier plan. Maintenant, une campagne de financement, c'est deux choses. C'est à la fois nous qui essayons de vous convaincre du bien fondé de ce qu'on a envie d'entreprendre, et c'est vous qui nous racontez ce qu'est le jeu à vos yeux, ce que vous en attendez. Et donc, je dirais que pour moi, ça fait partie des choses vraiment qui m'ont intéressé depuis 3 semaines, c'est de me dire, il y a vraiment une attente autour du multivers, autour de ces aspects qui sont très développés dans Mondblade, mais qu'il va falloir qu'on prenne en charge aussi dans Hawkmoon. Donc, c'est pas central, c'est pas du tout les premières choses dont on va vous parler, mais ça fait partie des choses dont vous nous avez donné envie de parler davantage. Et j'ajouterais, comme on l'avait laissé entendre aussi sur Rollist TV, pour ceux qui ont vu cette émission, sinon je vous encourage à aller la voir. Certains d'entre nous sommes assez fans de l'aspect multivers, de l'aspect plan parallèle, de l'aspect portail dimensionnel et tout ça. Donc on réfléchit à tout ça. On a deux autres questions un peu ressemblantes qui concernent l'aspect post-apo. Donc Damien dit quid du côté zone mutagène, mutants, vestiges, est-ce que les mutants peuvent parler? Et Rami Sliman demande comment on va gérer l'aspect de la marque du feu nucléaire qu'a connu l'Europe du tragique millénaire avec les radiations, les mutations. Donc un grand tout sur tout cet aspect-là. Alors, je vais commencer sur le sujet. Donc, la partie zone polluée, viciée, mutation, enfin, tous les termes qu'on peut imaginer autour de cette catastrophe, c'est quelque chose qui est évoqué donc justement dans les pays et dans les nations qui ont été décrites. Alors, pas forcément à la maille très fine, hein, puisque voilà, on est sur des résumés de ce que peuvent être des nations ou des duchés. Par contre, c'est quelque chose qui effectivement est inclus dans Hawkmoon et qui est également développé, je dirais, dans la partie comment vivre à l'heure du tragique millénaire. Donc, on retrouve ces points-là qui sont développés. Ensuite, pour ce qui est des mutations, alors les mutations, c'est un gros chapitre. C'est un chapitre qui est assez important, qui aujourd'hui offre des possibilités, je dirais assez immenses en termes de création de mutants, et pas forcément des mutants comme on les imagine dans les X-Men. Hein. Donc il peut y avoir des mutants qui ont des pouvoirs effectivement assez extraordinaires au sens de ce que peut être un être humain. Mais il y en a beaucoup d'entre eux qui sont qui ont plutôt des physiques difformes, qui sont plutôt atteints d'affliction. Donc la création de mutants, en fait, elle a été développée sous plusieurs angles. Elle peut être
elle peut donner matière à des races entre guillemets stabilisées, c'est-à-dire des races qui peuvent se reproduire entre elles et donc quelque part être représentées par un certain nombre d'individus. D'autres types de mutations qui peuvent donner naissance à des individus uniques. Et également des mutations qui sont provoquées par la sorcellerie de la chair, c'est-à-dire quelque part des sorciers, des érudits qui se lanceraient dans des expériences un petit peu loufoques pour modifier des animaux ou des êtres humains. Donc l'ensemble de ces éléments-là fait appel à tout un tas de possibilités qui sont quand même assez importantes, qui sont détaillées donc, au sein d'un chapitre qui donne aujourd'hui, je pense que ça donnera beaucoup de possibilités pour le jeu et ça donnera aussi énormément de possibilités pour ceux qui ont envie de jouer des mutants. Voilà. Ce que je peux ajouter aussi, c'est qu'un truc qui nous intéresse, c'est aussi comment sont perçus les mutants dans les sociétés d'Europe. Et donc, évidemment, la principale perception, c'est la chasse aux mutants. Les mutants, c'est l'altérité repoussante. Mais on a aussi été sensible à l'envie de nuancer ça et de construire des endroits qui sont minoritaires, bien sûr, dans l'Europe, mais des endroits où ça se passe complètement différemment. Par exemple, on pourra découvrir en France un duché où un certain type de mutant est une sorte de caste, donc sont très très loin de la persécution à laquelle on pourrait s'attendre, et au contraire remplissent des fonctions de conseillers, sont entourés d'un certain nombre de privilèges, etc. Ça nous semble en fait tout à fait logique et vraisemblable de se dire qu'un phénomène comme la mutation ne peut pas du tout être traité de manière monolithique avec la multitude de pays qu'on a et de situations sociales qu'on développe, quoi. Vous avez répondu à pas mal de questions autour de cet aspect-là, et notamment à quelques-unes que vous avez posées Thomas dans le live qui a foiré il y a un instant. Et Thomas demandait aussi, je pense qu'on peut revenir très rapidement dessus, parce que ça a déjà été évoqué sur Rollis TV, mais aussi pendant la campagne. Y a-t-il des éléments de divergence majeure avec le background d'Oliflamme? Si oui, lequel? Ça, c'est une question pour toi, Ismaël. Je vais en profiter pour en rajouter une à moi, qui est, on a insisté plusieurs fois sur le fait qu'on ne mettait pas de couteau à la gorge des gens pour acheter cette version et que si le jeu originel leur convient, que c'est très bien comme ça, qu'ils continuent à jouer avec. Mais et vous, est-ce que vous allez continuer à jouer avec la version Oriflamme? Donc Ismaël, d'abord, c'est la question concernant les backgrounds et puis après la question plus générale pour tout le monde. Sur le background, je vais plutôt laisser Olivier et Vincent développer parce qu'en fait, je pense qu'ils connaissent beaucoup mieux la version Oriflamme que moi, même si j'y ai beaucoup joué. Mais non, clairement, nous, ce qui était clair, c'est qu'on n'a pas la propriété intellectuelle de la gamme Oriflamme. Donc nous, on repart des romans. Et il y a des éléments qui sont tellement puissants dans la gamme Oriflamme qu'on finit par croire qu'ils font partie de l'univers d'Hawkmoon. Bon, j'ai deux exemples, c'est l'Église du Saint-Repentir et les Chevaliers Génétiques. C'est vraiment deux créations assez géniales. Je ne sais d'ailleurs même pas si elles étaient dans l'édition américaine. Je pense que c'est vraiment des créations françaises. Et ça, voilà, c'est pas à nous. Donc, on ne les y retrouvera pas. Voilà. Après, Vincent et Olivier peuvent parler, je pense, encore mieux que moi de tout ce qui change et de... Voilà. Moi, je pense également à la mer de Brume, par exemple. C'est quelque chose qui ne se retrouve pas dans les romans de Moorcock. Et effectivement, il a fallu faire le tri de ce qui avait été créé du temps d'Oriflamme et de ce qui était vraiment issu des romans et sur lesquels on pouvait s'appuyer. Après, on a trouvé aussi de nouvelles pistes que l'on a exploitées et qui... à mon avis, enrichissent également le Hawkmoon que les gens ont en tête. Voilà. Moi, aujourd'hui, je pense que pour avoir vraiment suivi la gamme et bien la connaître, les fans retrouvent l'âme d'Hawkmoon, retrouveront l'âme d'Hawkmoon dans cette nouvelle version. Et effectivement, on a enlevé tout ce qui pouvait quelque part
rappeler complètement, enfin rappeler ce qui avait été fait du temps d'Oriflamme. Donc on est vraiment reparti, je dirais, de l'œuvre de Moorcock avec de nouvelles idées, mais avec toujours l'âme de ce qui est le jeu, de ce qui était le jeu que nous avons, le monde que nous avons connu et qui est développé autour de ces concepts-là, quoi. J'ajouterais, parce que mes deux camarades ont vraiment, tout dit, mais j'ajouterais pour répondre à ta question, César, c'est que en fait c'est génial, parce que nous on recrée quelque chose, il y a quelque chose de super solide qui existe déjà, je veux dire le supplément La France, voilà, on va pas en reparler, c'est du béton armé. Et donc là, il va y avoir la possibilité pour les joueurs qui ont les anciens livres, et en l'occurrence pour nous, de pouvoir mixer. Ça me plaît mieux dans cette nouvelle édition. Très bien, je prends ça. Ça, quand même, je préférais l'Akitior de La France d'avant. Je pourrais prendre ça. Donc, il y a vraiment cette possibilité. Et moi, je sais déjà qu'il y a 2-3 choses que je garderai de l'ancienne édition. Voilà. Mais il y a plein de choses nouvelles. Il y a plein de choses qui me parle plus dans cette nouvelle édition, plein de directions dans lesquelles on peut partir, dans lesquelles, qui n'avaient pas été touchées dans les anciennes éditions. Donc voilà, pour ceux qui ont les anciens, ou qui sont des anciens, disons, pour eux, ça va être vraiment tout bénef. Ils pourront mix-matcher tout ce qu'ils veulent. Puis pour les nouveaux, on les encourage à essayer de trouver sur eBay ou autre des anciens bouquins, hein, pas de souci pour nous. Moi, je pense que cette maturité aussi, sur laquelle on a quelque part développé, a bien fait progresser, fait progresser énormément le jeu. Et ce que disait tout à l'heure Ismaël, c'est que effectivement les résistants, c'est pas tout blanc ou tout noir, et qu'il y a des zones sombres. Et tout ça, ça contribue également à une richesse, je pense, à une richesse de l'univers, à une richesse des scénarios, à une richesse des personnages qui se démarque un peu de ce que nous-mêmes nous avions pu développer il y a quelques années de ça. Donc, alors après, ce qu'on avait fait, voilà, on va pas le critiquer, c'est nous qui l'avons fait. Donc, quelque part, on était content à l'époque de le développer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a probablement exploré, exploité une partie du jeu, une partie de l'univers que l'on n'avait pas nécessairement épuisé à l'époque. Et ça nous a ouvert, enfin, ça ouvre de nouvelles possibilités dans le monde de Dock Moon, qui est déjà un monde extrêmement avec un nombre de possibles énorme. Et aujourd'hui, voilà, on est dans cette configuration-là, et on voit vraiment un autre, c'est un autre Dock Moon, quoi, qu'on a entre les mains. Vincent, Olivier, Ismaël, comme on a eu des petits soucis techniques, encore désolé pour ça, combien de temps vous avez devant vous? Pour moi, c'est bon pour encore quelques dizaines de minutes. Ouais, c'est bon, j'embauche que demain à 7h30. Bon, on essaie de boucler en 20 minutes, ça vous va? Super. Ouais, bon. Ok. J'ai une question de Christophe qui dit, au vu du système, doit-on s'attendre à des scénars tactiques, par exemple petite escarmouche et ou enquête, ou à un jeu à orientation politique, entre parenthèses, la grande histoire? Les deux. Tout est possible. Et ce qu'on est en train d'écrire part vraiment dans ces différentes directions. Il y aura aussi bien vraiment du concret de la vie de tous les jours, mais il y aura aussi des implications pan-européennes, j'ai envie de dire. Donc les deux. C'est complètement les scénarios qui ont été développés à l'heure actuelle, hein, qui sont soit finalisés, on va dire, soit en cours de rédaction. Ils exploitent l'ensemble des thèmes qui viennent d'être évoqués. Donc, et avec les ingrédients que l'on connaît, hein, par ailleurs pour l'univers de Kuhn. Donc, ça sera pas uniquement rebelle contre Grand-Breton. Il y aura de la science, il y aura des choses du monde des anciens. Enfin voilà, on va retrouver les ingrédients que l'on connaît, mais qui seront effectivement utilisés pour faire vivre les scénarios. Donc, moi, je pense que voilà, il n'y a pas de, tout est possible en fait. Aujourd'hui, je vois aucune limite dans la possibilité de rédaction, quoi. Je vais enchaîner avec une question de Rani
qui demande, vous avez prévu un supplément autour de l'Espagne. Dans les grandes lignes, comment allez-vous orienter les particularités de ce territoire qui fut dans la version Oriflamme, à savoir un empire rival à la Grande-Bretagne? Euh, je peux parler en tant qu'éditeur de ça. L'Espagna, c'est venu de manière assez étrange dans la gamme. C'est venu en fait de l'envie déjà de Vincent de travailler sur une enclave qui est Gibral, donc autour de l'actuel Gibraltar. Et puis Vincent s'est passionné pour cette enclave. Le texte a pris de l'ampleur, et une telle ampleur que ça devenait étrange de se dire on va en faire, je sais pas, un chapitre du livre de base, non, un chapitre du livre Résistance, non plus. Voilà, moi en tant qu'éditeur, je me disais, mais où est-ce qu'on va mettre cet objet qui est très abouti, qui est très étoffé, etc. Et tout d'un coup, l'idée de faire un livre sur l'espagnol, avec un focus développé sur Gibral, nous a intéressés. Et elle nous a intéressés pour une autre raison, c'est que évidemment, on n'avait pas envie d'essayer de refaire la France. Voilà, très vite, on s'est dit, on va pas faire un supplément La France, parce que on a un goût tous pour le supplément qu'a coordonné et largement écrit Éric Simon. Et puis on s'est dit, non mais là, on va se prendre c'est pas possible quoi. On va se prendre un tsunami de nostalgie. Je dirais, on peut pas se mesurer à ce livre-là. Donc tout d'un coup, l'idée de développer un pays. Alors il y a eu un supplément espagnol dans la gamme Oriflamme, mais c'est pas un supplément qui est très marquant. C'est un supplément, moi personnellement que j'ai pas lu d'ailleurs, donc je me suis pas du tout senti intimidé par ce supplément-là. Ce que j'en ai lu, c'est qu'il est, il est quand même souvent tenu pour un supplément à moitié abouti. Alors peut-être qu'il pâtit justement lui aussi de la comparaison avec le supplément La France. Mais tout d'un coup, on s'est dit, bon ben voilà, là on a un espace qu'on peut investir, nous, sans avoir forcément à convoquer les spectres de l'ancienne gamme, sans avoir à en souffrir. Et je sais pas, l'Espagna, ça suscite des images assez fortes qui pour moi sont pas du tout celles de la France. C'est-à-dire que moi j'imaginais des choses à la Dark Sun, des choses tout de suite très arides, très Mad Maxiennes, ce qui n'est pas du tout la manière dont on conçoit la France, je pense, ni les provinces germaniques. Donc il y avait voilà, la promesse d'un univers comme ça qui serait d'une couleur un peu différente, je dirais, et d'une couleur assez forte. Et puis par ailleurs, il y a tout l'aspect, effectivement, c'est un pays qui a une histoire, on le sent ça dans les romans de Moorcock, et donc qu'est-ce qu'on fait de cette histoire, qu'est-ce qu'on fait de cette splendeur passée? Je sais que Vincent, il a envie de travailler sur la dimension coloniale de l'Espagnol, c'est-à-dire au fond les comptoirs, les relais que continue d'avoir l'Espagnol en mer Méditerranée. Voilà, donc tout ça a fait que tout d'un coup, on a eu envie de l'espagnol, ce qui est pas une nécessité, mais je trouve que quand il y a une envie forte, ben voilà, il faut y aller. Donc ça, c'était la question de Rani. Une question de Marcus sur les suppléments de manière générale. Comment sont-ils imbriqués les uns dans les autres au niveau de la temporalité et notamment vis-à-vis de l'invasion Grand-Bretonne? Il n'y a pas de. Alors, je vais répondre juste sur ce point. Nous, on n'est pas parti du tout, pour l'instant, dans l'idée que la timeline avancerait avec la gamme. C'est pas comme ça qu'on conçoit les choses. Donc, par exemple, on va pas vous décrire l'Espagna dans une situation qui serait une situation postérieure à la Camargue quand la Camargue est publiée. Vous voyez, c'est pas comme ça. La gamme, elle va pas avancer. La gamme, elle va se situer globalement à l'an 3 et elle va vous donner les moyens, en fait, de jouer tout à fait avant, tout à fait après. Voilà, de faire évoluer les choses à votre guise. C'est comme ça que les choses vont se passer. C'est pour moi la formule la plus hospitalière, en fait, la plus accueillante, c'est-à-dire, voilà, donner les moyens à chacun de jouer au moment où il a envie de jouer. Voilà. Nous, on pense, comme disait Olivier tout à l'heure, que c'est super intéressant de jouer à un moment où la situation est critique. Il y a beaucoup de pays conquis, l'Empire est en marche, l'Empire n'a pas subi de grands revers, donc ça se passe,
au fond juste avant le revers de la Camargue. Mais après, un jeu est fait pour, pour être contredit, approprié, piraté. On n'a pas de problème avec ça. Je relais juste la réaction de Patrick Dame qui disait que l'Espagne ouverte par sa flotte sur la Méditerranée, c'est une chouette idée. Il y a Damien qui nous dit nous ne sommes que 500 à avoir acheté le jeu. Ce serait dommage que le jeu soit un élément de collection nostalgique par défaut de table active. Se peut-il qu'un dispositif de mise en contact de joueurs soit proposé? Figure-toi, je me permets de répondre, figure-toi que c'est qu'on nous a fait remarquer aujourd'hui sur Facebook que un système de mise en relation serait justement une bonne idée, donc on va y réfléchir. Et Marcus nous fait remarquer que Let's Roll servira notamment à ça. On va expliciter tout ça, c'est-à-dire que là, effectivement, on est au front pendant la campagne et qu'on se doit de gérer la campagne, mais que quelques mois avant la campagne Book Moon, le département a lancé de grands travaux justement pour favoriser un petit peu la communication avec ses fans et et pour les fans entre eux. Il y a notamment un channel Discord qui existe pour chacune des 3 gammes précédentes et il y en aura évidemment un pour Hawk Moon le moment venu. Donnez-nous le temps de nous remettre dans cette campagne et puis on remettra ça, tout ça à flot. Et concernant Let's Roll, donc la fiche de personnage sera active sur le site gratuitement et il y aura la possibilité donc d'acquérir d'autres petites choses. Je ne rentre pas dans les détails vu que c'est pas ma spécialité, mais on aura évidemment l'occasion d'expliciter tout ça assez rapidement. J'enchaîne avec Arthur qui a déjà posé la question dans le précédent live, donc je la repose. Pour Vincent, Mare Nostrum, point d'interrogation. Alors, qui est cet Arthur? Parce que pour savoir qu'il existait un projet entre Bertrand Brie et moi qui avait comme nom de code Mare Nostrum, si c'est bien de tout ça dont il s'agit, il faut avoir un petit passé, un petit background. Donc voilà. Je ne dirai rien, si ce n'est que, comme l'a dit Ismaël tout à l'heure, j'ai une affection particulière pour la Méditerranée et des comptoirs, des lieux spéciaux là autour, et qu'il est possible qu'il y ait certaines choses qui étaient prévues à l'époque et qui apparaissent finalement maintenant. J'ai failli oublier une question de Xorga en ligne, qui a lu l'interview qu'on a mis en ligne par l'intermédiaire du Fix et qu'on remercie encore pour cette petite fenêtre d'exposition. Il réagit à une partie qui est « Les anciens devraient retrouver un univers qu'ils ont adoré dans leur jeunesse, mais avec une toute nouvelle approche plus rugueuse ». Sur la coup, il répond « Plus rugueuse sur quel point? Les règles, les grands bretons, l'Europe, les illustrations, la science ?» Je demande parce que la version Chaosium Oriflamme était déjà très rugueuse, donc ça m'intrigue. Non, mais je crois que quand on parle de ça, évidemment, chacun avait sa manière de jouer Hawk Moon. Donc, je suis sûr que la manière dont Olivier, Vincent jouaient Hawk Moon était déjà une manière rugueuse. Donc, on s'approprie un jeu et on Parlez-en à mes joueurs. Voilà, et on pouvait tout à fait en 1993 faire de Hawk Moon un jeu très sombre avec. C'est pas nous qui sommes en train d'inventer l'idée que les résistants, il peut y avoir du double jeu, etc. En revanche, je crois que ce que dégageait le matériau Hawk Moon en termes d'illustration, en termes d'écriture, etc., était, disons, voilà, adapté à un public qui à l'époque était un public assez jeune en fait, voilà. Et je pense que ça faisait partie des sujets. Il y a eu d'ailleurs toute une controverse autour d'une certaine illustration, mais ça reflète bien le fait que au début des années 90, le jeu de rôle c'est un loisir adolescent, largement. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est un loisir adulte avec peut-être des adolescents qui jouent, mais nous, quand on fait un jeu, on se pose absolument pas la question. On voit pas plus loin que le bout de notre nez. On fait un jeu pour nous, pour nos copains, en se disant que si ça nous plaît à nous, ça risque de plaire à plein de gens. Et voilà. Donc, l'aspect rugueux, il est dans tout ce qu'on vient de décrire. C'est-à-dire que nous, dans le jeu lui-même, on vous raconte que la résistance, c'est pas que des enfants de cœur. Et on vous raconte que les Grands Bretons, ils sont parfois, malheureusement, extraordinairement
habiles, charismatiques, fascinants, diplomates, qu'ils ont beau jeu de pointer le fait qu'ils viennent libérer des nations opprimées parce qu'elles le sont. Enfin voilà, on a envie de raconter tout ça. Et en ça, peut-être le jeu est, disons, assez oui, rugueux, mature. Je pense que c'est le mot qu'employait Vincent et je trouve que ça correspond à ce qu'on cherche, quoi. J'enchaîne avec une question de Julien. Pour Moonblade, vous avez donné votre vision de Pantang. Est-ce que pour Hawkmoon, vous sortirez dans un second temps, puisque le DSP aime les gammes, un supplément Grande-Bretagne à la mesure de la grandeur décadente de l'Empire? Et si oui, est-ce que vous avez un planning en tête? Si les auteurs ont envie, on le fera. Moi, je pense qu'on fera surtout ce qu'ils ont envie de faire. J'imagine qu'on le fera. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Vincent, Olivier? Ah, l'envie ne manque pas. Après, c'est vrai qu'on n'a pas voulu, c'était pas une priorité pour cette gamme actuelle et ce qu'on a écrit là, c'était pas une priorité de se focaliser sur la Grande-Bretagne puisque l'optique c'est la résistance. Donc c'est pas, on n'a pas déjà tout en tête et tout prévu. Mais bon, ça reste quand même un truc super fun. Donc c'est assez clair que ça fait partie de nos envies. On verra bien comment la gamme évoluera. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses en fait sur la Grande-Bretagne dans le livre Résistance, puisque tu y décris une trentaine d'ordres grand-bretons, tu parles de la société grand-bretonne, tu parles de voilà. En revanche, on n'a pas fait le travail, je dirais, sur la géographie grand-bretonne et donc sur la géopolitique grand-bretonne. Et ça, c'est des choses. Moi, je suis persuadé que il y a des choses à faire et que vous aurez sans doute envie de le faire et que voilà, que ça fait vraiment partie des suppléments qui pourraient s'annoncer assez vite, quoi. Il nous reste 10 minutes, donc j'ai encore deux trois questions là sous le coude, mais si les gens veulent en poser, c'est maintenant. En attendant, il y a Sébastien Nicodème qui nous avait posé cette question-là sur Lul. En fait, deux questions, mais je connais la réponse à l'une d'elles. Non, on ne peut pas rééditer l'écran originel de la gamme Oriflamme puisque ce n'est pas notre propriété. Donc voilà. Son autre question concernait les noms des contributeurs. Hein. Est-ce qu'ils seront affichés quelque part sur les bouquins, sur une page web, quelque chose? Parce que lui compte bien l'offrir à son filleul et lui faire une double surprise. Oui, mais il y a un autre contributeur qui nous a posé cette question. Euh, c'est pas quelque chose qu'on a fait. C'est pas quelque chose qu'on a fait pour les héritiers, mais moi je suis ni pour ni contre. Il y a certains livres effectivement. Olivier Vincent, je sais pas si ça vous parle, mais où on met, si vous voulez, sur deux pages tous les noms des contributeurs. En fait, ce qui nous a retenu aussi, c'est que le fichier Excel que nous fournissait Ulule jusqu'à maintenant était tellement bordélique qu'on se disait, on va pas consacrer une semaine de nos vies à faire ça. Je pense qu'on a des choses plus importantes à faire. Maintenant, pourquoi pas? Enfin, voilà, A priori, ça, le fichier Excel sera plus propre cette fois. voilà, c'est ça Donc, qu'on a demandé et qu'on nous a promis. Donc, si c'est pas voilà, un truc, une tannée à faire, pourquoi pas le faire, hein, bien sûr. j'avais également une question de Massika. Alors, on sort un petit peu d'Hawkmoon un instant. Le département est un éditeur à gamme. Peut-on imaginer des financements participatifs pour des suppléments supplémentaires sous cette forme d'abonnement pour Hawkmoon et vos autres gammes tant qu'à faire? Bah, écoutez, on est en train de prendre goût, en tout cas, à ces histoires de campagnes de financement qui sont un peu épuisantes, mais qui permettent quand même aussi voilà, à la fois de sentir qu'il y a une communauté qui nous soutient, de comprendre aussi ce que je disais, comprendre ce que sont vos envies, ce que sont vos attentes. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de reproduire. Et effectivement, moi, j'avais jamais pensé, mais on voit de plus en plus des éditeurs amis qui font ça, c'est-à-dire qu'ils font une deuxième étape pour une gamme où ils proposent comme ça une série de suppléments sous la forme d'une nouvelle campagne de financement. Est-ce que c'est ce qu'on fera ou est-ce qu'on fera comme on a fait sur nos autres gammes, c'est-à-dire voilà, se servir de l'élan d'une campagne de financement pour ensuite financer de manière plus traditionnelle, au coup par coup, les livres, c'est trop tôt pour le dire, quoi.
Une question de Marcus. Le magazine va-t-il prévoir des scénarios rapidement après la diffusion du JDR? J'imagine que par magazine, il entend JDR, Jeu de rôle magazine. Oui, et Jeux de rôle magazine, il faut savoir que c'est le département des sombres projets qui en est le propriétaire. Après, on n'est pas des propriétaires léninistes, donc c'est pas nous le comité de rédaction, c'est pas nous qui imposons quoi que ce soit à Sébastien Sellerin et à son équipe. Mais évidemment, le jeu de rôle magazine voilà, fait toujours une place à nos projets, en tout cas en termes de matériel de jeu. On essaye de ne pas squatter les pages critiques et tout ça. Ce serait catastrophique de faire ça. En revanche, on se débrouille pour que le magazine accueille soit à chaque numéro, soit tous les 2 numéros, un scénario pour l'une de nos gammes. Donc évidemment, on va se servir de JDR Mag si l'équipe de rédaction est d'accord pour accueillir des suppléments. Mais aussi ce qu'on va faire maintenant, qu'on fait de plus en plus, c'est en fait des suppléments PDF directement sur le site. Ça peut être des suppléments payants, ça peut être des suppléments gratuits. Là aujourd'hui, on vient de mettre par exemple en ligne gratuitement un petit supplément de 15 pages pour les héritiers. C'est un objet qu'on avait, qui nous était resté pas sur les bras parce que c'est un super chouette objet, mais c'est un truc qui n'avait pas trouvé sa place dans un supplément, qui trouvait pas forcément sa place dans JDR Mag. C'est un petit scénario et une nouvelle, et voilà, et on en a fait cadeau à la communauté. Ça nous coûte pas très cher, c'est gratuit pour eux, tout le monde s'y retrouve. Et je pense qu'il y a de fortes chances qu'on fasse ça aussi pour Hawkmoon, c'est-à-dire que de temps en temps, quand on va traîner sur le site, on voit apparaître tout d'un coup peut-être un comptoir de la mer Méditerranée ou bien un petit scénario. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on ne savait pas faire avant et qu'on ne faisait pas parce qu'on n'avait pas de site, parce qu'on ne se rendait pas compte que le site pouvait vraiment attirer toute une communauté. Et aujourd'hui, qu'on voit qu'il est fréquenté, on se dit, bah, c'est super. En fait, il y a plein de petits objets comme ça auxquels on peut penser, qui sont légers pour nous à produire et qui sont super pour la communauté parce que ça leur fait une petite actualité entre 2 gros suppléments ou entre voilà, différentes choses qu'on peut faire. On va conclure avec 2 questions. Je vais répondre rapidement à Laurent qui nous interroge sur le système de jeu en lui disant qu'on a fait plusieurs news pendant la campagne Ulule à ce sujet, que la dernière en date porte sur la manière dont est mise en scène les Grands Bretons dans le système, et celle d'avant c'était sur le combat et la santé. Donc je vais l'inviter à aller voir la section news de la page Ulule, et je vais surtout vous relayer la question de Rami qui demande votre vision des vestiges de l'époque d'avant la catastrophe. Juste des restes d'architecture urbaine et quelques éléments culturels, ou une présence plus marquée. Daberk parle de balles de fusil en sa possession dans l'œuvre, par exemple. Eh bien, comme tout à l'heure, il y aura un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a certaines régions dans lesquelles le monde d'avant est un petit peu plus présent par des ruines, par l'histoire, par la géopolitique. Puis il y a d'autres régions où vraiment c'est table rase. Donc Olivier en parlera mieux que moi, mais je crois que vraiment ça va dépendre des régions. Et là, de nouveau, tous les aspects vont ressortir à un moment ou à un autre. Ouais, moi je suis d'accord avec ce que dit Vincent, c'est-à-dire que on ne peut pas le résumer de manière simple. C'est l'héritage du monde d'avant le tragique millénaire, il est énorme, même s'il a été grandement abîmé par la catastrophe et la pluie de mort, enfin la pluie de feu. On peut se douter aujourd'hui qu'il reste des ruines importantes, qu'elles soient souterraines ou aériennes. Et du coup, pour moi, ça ouvre des possibilités importantes, hein, comme d'autres sujets au Moon, et ça c'est quelque chose qui sera exploité, et c'est quelque chose qui,
d'ores et déjà fait partie des développements qui ont été rédigés, aussi bien au niveau des settings que des scénarios, quoi. Moi, ce que j'aimerais dire pour compléter, c'est que je me souviens très bien quand on avait commencé à discuter du jeu, au tout début, Vincent, tu me disais, mais Hawkmoon, c'est pas un jeu post-apo, au sens où c'est un jeu qui se passe après l'apocalypse, mais qui se passe tellement de temps après qu'on n'est pas dans ce qu'est Wasteland, par exemple. C'est-à-dire, on n'est pas Ouais. dans un monde où on bricole à partir des restes de la civilisation. Maintenant, moi, je crois que c'est typiquement ça, le genre de choses. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on propose, par exemple, dans un chapitre type conseil au maître du jeu, qu'on propose au maître du jeu de régler lui-même la mire. C'est-à-dire, on peut tout à fait faire un Hawkmoon plus post-apo à une table de jeu qu'à une autre. Voilà, on peut avoir envie de jouer. Par exemple, la question des références culturelles. Est-ce qu'on a envie, je ne sais pas moi, que Bill Gates fasse l'objet d'un culte obscur dans un petit village polonais, ben peut-être. Et si on a envie de le faire, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, et moi j'aimerais proposer comme ça un module qui permette de régler sa mire de post-apocalypse. Voilà, est-ce qu'on peut faire des Hawkmoon plus ou moins post-apo. Nous, on fait un Hawkmoon globalement qui n'est pas très post-apo, c'est-à-dire qui n'est pas saturé comme ça de références au monde ancien, mais où il y a des choses très puissantes, où il y a des secrets incroyables, il y a des artefacts incroyables, mais le monde, en tant que référence culturelle, a plus ou moins disparu. Ça, c'est plutôt l'option que nous, on va prendre, mais on aimerait donner des outils pour faire un peu autre chose si on a envie de faire autre chose. Par rapport à Bill Gates, je conseillerais donc à tout le monde de bien lire le chapitre sur la Svice. Je n'en dirai pas plus. Voilà, rendez-vous dans un an, n'oubliez pas. On arrive au terme de cette soirée d'échange avec vous, chers internautes. On est encore une fois désolé pour les multiples couacs. Donc je me flagellerai pour que la prochaine fois, à savoir le prochain live qu'on organise normalement pour la fin de campagne, se passe mieux. La prochaine fois qu'on se voit, on aura quelques sujets qu'on voudra évoquer avec vous, hein, et du coup, ce sera moins un échange avec vous, même si évidemment on ne manquera pas de relayer certaines de vos questions. Il y a quelques questions qu'on n'a pas eu le temps de relayer. Je tâcherai d'en faire un digest pour les ajouter à la news qui relayera le replay de cette soirée houleuse où il n'y aura qu'une seule vidéo et non pas 4 coupées en morceaux. Ça, ce sera mon châtiment pour expier. Et je vais vous laisser le mot de la fin, enfin de la fin jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Vincent, Olivier, Ismaël? Je crois qu'on a dit déjà plein de choses, mais c'est intéressant toutes ces questions, et en même temps, et je comprends qu'on les pose et on offre cette fenêtre de communication, et c'est génial, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, mais j'aurais envie de dire aussi aux souscripteurs et aux autres, finalement, laissez-vous surprendre. Finalement, quand vous avez acheté votre premier jeu de rôle, vous ne saviez pas déjà tout ce qu'il y avait dedans. Donc, de notre côté, il faut qu'on veille aussi à pas trop vous en dire pour que vous ayez quelques surprises. Ouais, je suis assez d'accord avec Vincent. C'est très intéressant, effectivement, d'échanger avec les fans qui s'intéressent à l'univers d'Hawkmoon, parce que nous aussi, ça nous permet de régler aussi d'une certaine manière nos curseurs, hein. Et effectivement, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, hein, de savoir jusqu'où on allait dans le détail de ce qu'on pouvait délivrer comme message. Donc, sachez quand même qu'on a gardé pas mal de choses et que voilà, vous aurez des surprises quand vous ouvrirez les petits bouquins. Il y a même des secrets dans le secret, puisqu'il y a nous, en tant que sombre maître, on se fait un devoir de faire des secrets, et donc même d'essayer de surprendre Vincent et Olivier. Donc il y a même des choses que Vincent et Olivier ne savent pas, qu'ils vont découvrir dans les jours qui viennent. Il y a des paliers cachés qu'on espère que vous allez nous aider à débloquer. Et puis, non, mais peut-être que ce qu'on n'a pas suffisamment dit aussi, c'est le plaisir énorme qu'on a, je crois, tous les trois, et avec Jawad aussi qui n'est pas là, à voir cette campagne défiler, à voir cette communauté qui s'étoffe. On est déjà quasiment à 600 contributeurs. On sait qu'on va terminer la campagne avec beaucoup plus de monde. Et
et voilà, c'est super émouvant pour un éditeur et des auteurs d'avoir travaillé pendant des années et de sentir là au fil des jours que, ok, le jeu est pas là, mais en même temps, il est déjà là, quoi, grâce à vous, grâce aux questions, grâce aux réactions. Et ça, pour nous, c'est quand même c'est assez extraordinaire. Et ben voilà, je crois qu'on va se laisser sur cette belle promesse, sachant qu'on se retrouve très bientôt en votre compagnie et sans problème. Comme ça, ce live montre quand même qu'on n'a pas besoin de Jawad pour avoir des problèmes de connexion quand même. Sa malédiction est levée et elle quand même m'a été transmise, donc j'ai intérêt à trouver quelqu'un. Olivier, merci beaucoup. Vincent, tout pareil. Et Ismaël, merci. Merci. On se retrouve donc très bientôt et merci à tous les souscripteurs alors à la trentaine qui sont restés vaillamment pendant la soirée tout le long. Désolé à ceux qu'on a perdus et aux nouveaux qui nous verront au replay. Hein. Donc merci de votre temps, de votre attention et de votre souscription et on vous dit à très bientôt. Merci à tous.